Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui redonne une voix à nos aînés. Aujourd'hui, je vous livre la seconde partie du témoignage de Jacqueline. Dans la partie 1, cette nonagénaire nous avait conté la guerre telle qu'elle l'a vécue à Paris durant l'occupation. Dans cette seconde partie, Jacqueline nous raconte sa vie d'adulte, ses voyages et ses missions, et il y aura pas mal de rebondissements. En effet, elle vous racontera quand et comment sa vie a basculé, à savoir comment elle est passée de nonne à mère de famille. Elle vous fera aussi voyager de l'Algérie à La Réunion et son premier vol en avion vous fera certainement sourire. Allez, je vous laisse découvrir la suite de son histoire. Vous pouvez nous raconter vos études, vos débuts dans la vie active. Vous vous êtes dirigé vers quoi? Après, alors, non, on était encore à Asnières quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et je voulais être infirmière. Donc, et là, j'ai eu un petit problème avec mes parents qui n'étaient pas sûrs, enfin, n'étaient pas autoritaires du tout. Mes parents nous laissaient une liberté, une très grande liberté à mon frère et à moi. Et quand j'ai dit que je voulais être infirmière, bien sûr, c'est bien que tu veuilles être infirmière et tu veux aller à quelle école? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Tu fais ce que tu veux. Et là, je me suis un peu révoltée contre eux parce qu'en disant, mais je fais ce que je veux, d'accord, mais ça serait bien que vous me disiez, parce qu'il y a plusieurs écoles, hein. Il y avait Paris, il y avait Versailles, il y avait des tas d'écoles. Et c'était un peu l'impression que les parents se désintéressent de vous quand ils disent tu fais ce que tu veux, tu vas à l'école où tu veux. En fait, d'autres pourraient trouver que les parents sont trop autoritaires et moi je finissais par trouver qu'ils étaient trop laxistes, quoi. Donc je suis allée à l'école, à la Salpêtrière, et j'ai fait 2 ans d'école d'infirmière à la Salpêtrière. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je n'ai plus voulu être infirmière. Parce que, voilà, les hôpitaux, j'avais plus envie d'être infirmière du tout. Donc, à ce moment-là, j'ai... Pourquoi infirmière déjà? Pourquoi l'école d'infirmière? Est-ce que Parce ça avait en lien avec la guerre Non, toute petite, je voulais être infirmière. J'avais 7 ans, j'avais dit à ma mère, je serais infirmière. J'ai toujours eu envie de m'occuper des autres. Et alors, en plus aussi, ce que je ne vous ai pas encore dit, mais mes parents étant incroyants, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à être beaucoup plus encline à la religion. Avec une amie, on est rentré dans un groupe qui s'appelait l'Homme Nouveau à l'époque, et où il y avait un prêtre qui s'appelait le Père Filaire, qui était très très convaincu et qui nous a beaucoup convaincus, ce qui fait que je voulais être doublement infirmière parce que j'étais devenue très croyante. Et ce qui peut paraître bizarre pour l'époque, c'est que mes parents n'ont absolument pas vu que j'allais beaucoup à des réunions religieuses, que j'allais à des messes, que j'allais à des congrès. J'aurais pu faire tout le mal que j'aurais voulu, je crois qu'ils n'auraient pas plus vu. Il se trouvait que je faisais du bien pour moi, mais pour eux qui étaient athées, après ils ont compris trop tard que je vous dis ça parce que ça va avec la suite, mais autant je n'étais pas contente non plus qu'ils ne me disent pas dans quelle école ils souhaitaient que j'aille, autant ils ne voyaient pas que je penchais vraiment vers la religion alors qu'ils étaient incroyants tous les deux, surtout ma mère était tout à fait contre la religion. Et donc voilà, donc je suis allée à l'école d'infirmière et en même temps que j'ai été à l'école d'infirmière de la Salpêtrière, eh bien, j'ai pu largement aller dans cette organisation qui s'appelle L'Homme Nouveau, où on était je dirais, endoctrinés, entre guillemets, hein,
c'était pas d'endoctrinement, mais si vous voulez, pour des gens qui ne sont pas croyants, c'est d'endoctrinement, parce qu'on était très, très portés sur la prière, les réunions, le don de soi, etc. Voilà. Donc mes parents n'y voyaient que du feu. Et alors après le diplôme d'État arrive, je suis reçue dans les premières, donc j'ai le choix du lieu. Et je ne voulais plus être infirmière. Donc la directrice me dit voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, puisque bon, j'étais sortie la troisième du lot. Et il se trouvait qu'à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, boulevard 1, venu d'Enfer Rochereau, où on recevait à ce moment-là les enfants que les parents martyrisaient, ou puis les délinquantes sexuelles mineures. Tout ça a été ramassé dans l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Les enfants abandonnés, c'était aussi l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Donc la directrice me dit, il y a le métier d'éducatrice spécialisée n'existe pas encore. Donc vous qui êtes dynamique, etc., si vous voulez, vous pouvez avoir un poste d'éducatrice là-bas avec votre diplôme d'État d'infirmière, puisque c'est l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Ça dépend de l'assistance publique. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis restée 4 ans et demi éducatrice à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Et pendant que j'étais à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je consacre ma vie à ces personnes-là parce qu'ils sont trop malheureux. Voilà, c'est des jeunes filles qui arrivaient là et on disait qu'elles étaient délinquantes, mais pour moi, elles étaient délinquantes parce qu'elles n'avaient pas été aimées, etc. Donc, ma vocation de religieuse est venue à ce moment-là. Et donc je l'ai mûri pendant 4 ans, et puis au bout de 4-5 ans, j'ai décidé de rentrer en religion. J'avais 25 ans. Tout ça pour vous dire que mes parents n'avaient rien compris, et rien vu. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais rentrer au couvent, elle a dit tu ne seras plus ma fille, c'est fini. Et quand je suis partie au couvent, mon père a été beaucoup plus cool et il a bien accepté. Enfin bon, on s'est dit au revoir dans la rue, dans un café même, parce que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Ma mère ne voulait pas que je revienne à la maison. Je suis allée le dernier soir chez une tante qui habite à Paris. C'est eux qui m'ont emmenée à Angers, à la maison mère du Bon Pasteur. Et ma mère a été fâchée avec moi pendant 4 ans. Elle ne m'a jamais écrit, elle n'est jamais venue me voir. Et elle disait à la famille, je n'ai plus de fille. Ne me parlez pas de ma fille, je n'ai plus de fille. Et mon père est venu, la famille venait, enfin j'ai pas été isolée, mais ma mère, du reste j'ai pris son nom, elle s'appelait Suzanne. Et quand on prend l'habit, on nous demande le nom qu'on veut. Et donc je me suis appelée Sœur Marie-Suzanne du Christ pour elle, alors que je détestais ce prénom. Bon, pour vous dire. Voilà, mais ça n'a rien changé. Elle a tenu le coup 4 ans, à peu près 4 ans. Donc après le noviciat, je suis allée à Paris parce que vu que le Bon Pasteur s'occupait de délinquantes et de prédélinquantes, il fallait que le diplôme d'éducateur étant intervenu entre-temps, il fallait que les nonnes qui allaient s'occuper d'enfants soient diplômées. Parce qu'on travaillait avec le ministère de la Justice. Donc on m'a envoyée à Paris pour faire mes études d'éducatrice à l'Institut catholique. Et donc je suis venue à Paris et on avait un bon pasteur à côté de Vincennes, à Charenton-le-Pont. Et donc j'étais là, et puis la supérieure a dit, votre mère elle viendrait peut-être, comme c'est à Paris, c'est pas loin de Paris, elle a peut-être envie de vous voir. Je me suis dit oui quand même, parce que moi je continuais de lui écrire, mais elle répondait jamais. Mon père répondait, mais pas elle. Donc on a écrit ou téléphoné à mes parents qui habitaient Paris, ils habitaient rue Coquillière à l'époque, à côté du Louvre. Donc j'ai écrit à mes parents qu'ils viennent me voir un dimanche, et elle est venue. Ma mère est venue avec mon père, et
Et ça s'est super bien passé, on s'est embrassés. Et elle a dit en sortant à mon père, elle n'a pas changé. Pour elle, elle n'avait pas changé. Heureusement que je n'avais pas changé, parce que sinon, elle n'aurait pas... Enfin voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait mes études d'éducatrice donc à l'Institut catholique, avec des stages, etc., un peu partout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les délinquantes. Quand j'ai eu mon diplôme, on m'a envoyé à Angers, où nous avions un centre pilote, et on travaillait avec des sortantes de prison mineures et des jeunes filles qui avaient eu affaire avec la justice. Et nous étions contrôlés par le ministère de la Justice. Voilà. Donc c'était à Angers, à côté d'Angers. Mais dans Angers, ils avaient créé un centre spécial avec des petits pavillons, les filles avaient chacune un box, enfin, etc. Et j'ai été nommée là. Donc voilà, donc j'ai travaillé là quelques années. Et c'est pour ça que je connais pas mal d'anciennes élèves qui sont restées liées avec moi. Et donc, deux sœurs qui s'appellent Michel et l'autre Yannick. Et elle m'invite aux vacances. Là, cet été, je vais retourner en vacances avec Yannick, qui habite à côté d'Angers. Sa sœur Michel, je vais souvent chez elle. J'ai été au mariage de ses enfants, tout ça. Et voilà. Et pendant que j'étais à Angers, oui, nous avons recueilli 3 petites filles dont la mère venait de mourir et elle avait 4 enfants, dont l'aîné était un garçon qui avait 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Ah non, elle en avait un par an. Et elle était morte par un empoisonnement du rein, et il n'y avait pas la dialyse à l'époque. Et il n'y avait que des dialyses, ça commençait la dialyse, mais c'était à Paris. Et elle n'avait pas d'argent pour aller à Paris, elle ne pouvait pas laisser ses 4 gosses, elle en avait un tous les ans. Et elle connaissait une des sœurs qui travaillait avec moi, donc sur son lit de mort, elle a dit « Je ne veux pas qu'elles aillent à l'assistance publique, est-ce que vous pouvez les prendre chez vous ?» Donc on a eu une dérogation, normalement on ne devait pas les prendre parce qu'elles étaient petites et nous on travaillait qu'avec des grandes filles. Mais on leur a aménagé un coin et elles sont restées 3 ans chez nous. Et donc je suis restée très très liée avec elles, surtout Yolène et Véronique. Et Yolène, c'est comme ma fille, du reste, elle m'écrit tous les 8 jours, on se téléphone, j'ai été au moins la voir 10 fois, elle habite en Angleterre, parce qu'elle a fait une licence d'anglais après, elle est plus anglaise que française, mais c'est vraiment ma fille, quoi. Et vous, après cette période à Angers, vous êtes voyagé donc je suis à Angers, et la supérieure générale me fait convoquer à la maison mère, et elle me dit est-ce que vous iriez en Algérie? Bah oui, pourquoi pas. On a un établissement en Algérie, on a besoin d'une jeune sœur. Enfin, moi, partant tout de suite, je vais en Algérie. Parce que quand j'avais fait profession, on m'avait demandé si je voulais être missionnaire. Moi, j'avais dit oui, moi, je voulais tout ce qu'on voulait. Donc, ils s'en sont rappelés et on m'envoie en Algérie. Alors, je prends donc je dis ça à mes parents, qui n'étaient pas très, très contents, bien sûr, mais enfin, on s'était rapapilloté entre-temps quand même, et bon, je vais en Algérie, et puis alors, je prends l'avion, pour la première fois de ma vie, et c'était une caravelle. Et je vous raconte ça, c'était en 63 par là, 63, 60. Alors, je vais m'assieds dans la caravelle pour arriver à Alger, et à un moment, il y avait un monsieur à côté de moi qui avait l'air d'un homme d'affaires, enfin, c'était surtout sûrement un homme d'affaires, et moi j'étais en bonne sœur, hein, et je lui dis, monsieur, on est en panne, on était en plein ciel, et tu sais, tu avais l'impression que ça ne bouge pas, quand l'avion va très vite. C'est la première fois que je prenais l'avion, moi je croyais qu'on était en panne J'avais vraiment l'air d'une gourde. Et il a rigolé, mais gentiment, il a dit, mais non, ma sœur, n'ayez pas peur, c'est parce qu'on va très vite. Je croyais qu'on était suspendu comme ça, qu'on était en panne. Après, j'ai plus dit des âneries pareilles, parce que j'ai pris l'avion souvent après. Bon, voilà, donc j'arrive à Alger, et puis la maison d'enfants où je devais aller était à Constantine, donc je vais à Constantine.
Et là c'était le Moyen-Âge, quoi. C'était vraiment un bon pasteur de l'ancien temps. La supérieure était vieux jeu. Moi, je ne pouvais pas. J'ai fait une dépression, enfin, pas trop parce que je ne suis pas dépressive de nature, mais enfin, j'étais pas bien. Et donc, il y avait ce qu'il y avait au Bon Pasteur quand on était à l'étranger, il y avait une supérieure qui venait, qui passait à l'étranger pour voir si les sœurs françaises ou belges, enfin suivant le pays, se plaisaient quand même. Pour pas qu'on... Et moi, elle a vu que je me plaisais pas, c'était archaïque, c'était vraiment... Et puis en plus, c'était Boumedienne qui venait de renverser Ben Bella. Donc Boumedienne avait dit que tous les enfants en internat ou en externat ou à l'école pouvaient ne parler que l'arabe, que le français c'était maintenant la deuxième langue. Donc les jeunes filles n'étaient pas obligées de nous répondre en français. Et moi je ne connaissais pas l'arabe. Quand tu viens d'arriver, donc je me suis mis à prendre des cours d'arabe. Mais l'arabe, il faut 3 ans pour l'apprendre. Surtout, là, on commence par l'arabe littéraire. Donc, voilà. Donc, la supérieure vient visiter, puis elle voit que je ne me plaisais pas. Et la sœur qui me remplaçait à Angers, ça ne marchait pas. Donc, elle a dit, on va vous ramener en France, quoi, parce que c'est pas votre truc ici. Donc, je suis restée que 6 mois à Constantine. Mais a posteriori, je n'ai pas regretté parce que Constantine, c'est une ville superbe, d'où tu vois l'Atlas, là, avec la neige, tout ça. Et puis c'était une occasion de voir la vie des Arabes. Alors, il y avait beaucoup d'Arabes des campagnes qui, après la libération, enfin, c'est-à-dire après que nous soyons partis, les Français venaient habiter les villes. Ils quittaient leur village. Et j'ai vu des scènes assez cocasses, quoi. Par exemple, j'avais une élève, elle venait là parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour s'occuper d'elle, mais c'était pas des délinquantes, hein, c'était il y avait quelques caractériels, mais surtout des cas sociaux dans nos établissements. Donc ils nous toléraient parce qu'ils n'avaient pas encore formé d'éducatrices et d'éducateurs. Donc ils nous toléraient, les Français, pour ça. Mais après, on nous a expulsés, bien sûr. Et donc, je vais voir les parents un jour de cette petite, et ils avaient ramené des chèvres dans l'appartement. Tu sais, ils habitaient un immeuble, ils avaient pris la place des Français qui étaient partis. Alors c'était des immeubles, pas des gratte-ciel, mais il y avait quand même 6 ou 7 étages. Et eux, ils avaient amené de la campagne 2 chèvres. Et alors, il y avait une chèvre qui était attachée après la chasse d'eau. Et alors, la chèvre, elle voulait sortir, elle tirait la chasse d'eau toutes les 3 minutes. Enfin, il y avait des trucs... ils n'étaient pas du tout habitués à la ville, ces pauvres gens. Et alors, j'avais été les voir parce que j'avais une gamine de 14 ans qui était très intelligente et qui voulait faire sténodactylo. Et voilà que le père voulait la marier avec un bonhomme de 60 ans qui était encore au bled et qui avait 4 vaches. Et donc, elle aurait une belle vie là-bas avec des vaches. Et puis, donc, il voulait la retirer de l'école. Donc, j'avais été les supplier. C'était une fille intelligente, elle pouvait avoir un métier, quoi. Et il n'y a rien eu à faire. Hein. Il m'a dit, c'est la tradition, elle aura des vaches, c'est une affaire pour elle. Elle est pubère, il n'a pas dit pubère comme ça, mais enfin, il a fait comprendre qu'elle pouvait avoir des gosses. Donc ils nous ont enlevé la gamine, qui était en sténodactylo, qui était intelligente, quoi. Et on a eu plusieurs cas comme ça. Donc là c'est pareil, ça me dégoûtait tellement que... Donc ça, plus la supérieure qui était vieux jeu, je suis revenue en France. Et je suis retournée à Angers parce que la sœur qui me remplaçait ne faisait pas l'affaire. 2 ans après, la supérieure revient me chercher et elle me dit « Est-ce que vous n'iriez pas à la Réunion par hasard ?» Alors j'ai dit « Bah oui, à la Réunion, bien sûr, parce que figurez-vous, qu'à la Réunion, j'ai presque de la famille. Parce que le frère de mon père, Joseph, mon oncle Joseph, il a épousé une réunionnaise. Et alors, quand j'ai dit à mes parents que j'allais aller à la Réunion, autant l'Algérie, ils ont pas trouvé ça bien,
Oh, mais ton oncle Joseph, il connaît du monde là-bas, c'est bien la Réunion, ta tante Marguerite, elle est de la Réunion, enfin là, voilà. Et donc, je suis partie à la Réunion avec l'accord de mes parents, qui était quand même, la Réunion, c'est autre chose que l'Algérie par rapport au kilomètre. Donc voilà, et donc je suis arrivée le 30 janvier à la Réunion, 1970, et j'y suis restée jusqu'en novembre 72. Donc je suis restée 3 ans à la Réunion, et donc mon oncle m'avait dit, ben, va voir Thérèse, c'est la sœur de lait de ta tante, ma tante Marguerite, qui était décédée entre-temps. Parce que mon oncle, c'est le frère de mon père, il est pas réunionnais, mais bon, il avait épousé donc Marguerite, qui était réunionnaise et qui avait été élevée par cette dame qui habitait à côté de Saint-Denis. Et donc, je suis aussi allée voir, bien sûr, la cousine ou la marraine de ma tante. Et voilà, donc pendant 3 ans, j'allais de temps en temps la voir. Et je vous raconte ça parce que ça a une suite aussi après. Voilà. Il y avait des catholiques traditionnels à La Réunion à l'époque qui étaient odieux. Quoi, il y avait même un curé à Plaine des Cafres, il y avait un curé qui était chinois, qui était d'une rigidité pas possible. On avait une ancienne élève qui fréquentait un jeune garçon du coin. Elle a voulu se marier à l'église et elle avait été passer une nuit dans les bois avec son jeune garçon. Et le curé n'a jamais voulu qu'elle rentre à l'église avec un voile. Il a fallu pour rentrer à l'église, elle enlève son voile de mariée parce qu'elle était impure. Ah, on a vécu des trucs. C'était pas très évolué à ce moment-là, à La Réunion. Hein. Je pense que maintenant, c'est quand même évolué comme ici, mais c'était terrible. Hein. Il y avait des trucs. Quand on est arrivé dans le centre que je vous ai montré là, il y avait encore des filles, pour les punir, on les mettait à genoux sur du gros sel. Ah oui. Ah oui, c'était encore des trucs corporels, hein, des sanctions corporelles et tout ça, c'était un peu vieux jeu. Enfin bon, ça s'est arrangé avec le temps, etc. Mais j'avais une chance, c'est que je rentrais tous les ans en France. Parce que la supérieure où j'étais, à La Réunion, c'était une femme très, très moderne. Et elle savait que j'avais des parents comme ça, et donc elle voulait que je m'éloigne pas trop de mes parents, donc elle s'arrangeait pour que je vienne en France tous les ans. Enfin, normalement, on ne venait pas tous les mois, je venais tous les ans, parce qu'elle trouvait que j'avais des problèmes de santé qui permettaient que je vienne voir des médecins en France, mais c'était gentil de sa part, et ça me permettait de voir mes parents tous les ans, mais mes parents, du fait que mon oncle, il avait une femme réunionnaise, ça passait, quoi. Et alors, donc, il faut que je vous raconte la fin de La Réunion, parce que ça a modifié toute ma vie, parce qu'à La Réunion, donc, la sœur de lait de ma tante, qui habitait donc à Saint-Denis, elle avait elle avait pris en charge des enfants abandonnés par leur mère, donc Joseph et Jean-Paul. Quand j'y suis allée pour la première fois, la voir, elle pleurait à chaudes larmes parce que 6 mois avant, la DAS était venue leur enlever les enfants pour les envoyer en France. Ça s'appelle le Bureau d'émigration des DOM, qui a été institué par Michel Debré et qui a fait ce qu'on a appelé le Bureau d'émigration des DOM et qui a fait venir de La Réunion donc plein de jeunes qui n'avaient pas envie d'y aller, soi-disant parce que les parents n'étaient pas capables de les élever, ou abandonnés, ou orphelins. Donc Michel Debré a décidé comme ça, en 1970 ou 69, je ne me rappelle plus si c'était avant que j'arrive ou quand j'étais déjà là, de faire partir ces enfants pour aller dans des familles d'accueil en France et être adoptés, soi-disant.
Et donc ça a été un drame, un vrai drame, parce qu'il faisait signer aux parents une décharge, même si vous n'étiez pas des très bons parents, l'enfant il avait ses parents, il avait leur grand-mère, ils avaient des oncles à La Réunion. Donc ils étaient pas, ils arrivent en France et alors et on leur faisait miroiter, par exemple Mirose était plus grande, donc ça s'est pas passé si mal. Mais quand même, quand je lui ai demandé après à Mirose comment ça s'était passé, elle m'a dit que on lui avait dit vas-y parce que tu feras des études supérieures. Et quand elle est arrivée de la Réunion en France, ils ne savaient pas où la mettre, mais c'était très souvent. Ils l'ont mise au Bon Pasteur. Mirose, qui n'avait jamais rien fait de sa vie, d'un peu délinquant, entre guillemets. Hein. Parce qu'au Bon Pasteur, il n'y avait pas que des délinquantes, mais enfin, c'était notre spécialité, cas sociaux, caractériels, délinquante plutôt qu'une gamine qui était pure comme un ange. Donc on l'a mis dans un foyer de semi-liberté où elle s'est retrouvée avec des filles un peu difficiles, sortant de prison, fugueuses, enfin tout ça. Et donc là j'anticipe un peu parce que quand elle est arrivée j'étais déjà rentrée et la directrice m'a appelé pour me dire venez la chercher, elle pleure tous les jours, elle n'a rien à faire là, mais ils ne savaient pas où la mettre, bureau d'émigration des DOM. Moi, quand je vois à l'arrêt de bus Michel Debré, vous avez t'as vu, les pigeons ils viennent jusque-là. Michel Debré, j'ai envie de faire sauter la station de bus. Michel Debré, il faut vous rappeler de ce nom-là, c'est le type qui a fait cette horreur de faire venir les enfants. Bon, tout ça pour vous dire que l'amie de ma tante, donc elle pleure, je vais la voir, et elle pleure, et elle me dit, voilà, on vient de m'enlever les deux enfants que je gardais, Jean-Paul et Joseph, parce que leur mère les avait abandonnés, je voulais les élever jusqu'à leur majorité, et à cause du bureau d'émigration des DOM, on est venu les chercher, et ils sont en France, et ils sont en pension, alors que cette femme avait été institutrice, elle leur faisait l'école, enfin, c'était une femme formidable. Et donc elle me dit, quand tu iras en France, est-ce que tu pourrais pas aller les voir? Ils sont dans le fin fond du Cantal, dans un orphelinat, dans le fin fond du Cantal. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Jean-Paul et Joseph. Et donc quand je suis venue l'année d'après, je suis allée dans le Cantal. On n'avait rien trouvé de mieux que de séparer Joseph de Jean-Paul. Donc Jean-Paul, il était dans une maison dans le Cantal et Joseph, il était dans un département voisin du Cantal, en Dordogne, je ne sais pas où. Il n'était plus dans le même... On avait séparé les deux frères. Non. Il en restait que ça et ils étaient séparés. C'est le bureau d'émigration des DOM, tu peux regarder sur ton truc, là, si tu le trouves. Mais je ne sais pas si ça dure encore, j'espère que non. Mais vous disiez que ça avait changé votre vie. Oui, alors, ça a changé ma vie parce que... Bon, alors je reviens un peu en arrière. Parce qu'avant de partir à La Réunion, ma supérieure m'a dit, il faut que vous alliez faire une retraite et une session sur la Bible à l'Arbrel, à côté de Lyon. Comme ça, vous partirez avec un bagage spirituel, etc. Donc moi, j'étais bien contente d'aller faire une session sur la Bible. Donc je suis partie chez les Dominicains à l'Arbrel et j'ai rencontré un prêtre qui lui arrivait du Maroc, puisqu'on avait quitté le Maroc. Et donc, nous sommes tombés amoureux. Mais il n'y a que des péripéties dans cette histoire. Ben oui, c'est comme ça. Donc voilà. Donc Maurice voulait quitter la prêtrise parce qu'il était contre le célibat des prêtres. Et il en avait marre d'être célibataire. Et moi, non, moi je n'étais pas... Bon, je suis tombée amoureuse et voilà. Et donc, on est resté 3 mois quand même chez les Dominicains, donc on s'est bien connus. Et puis Maurice voulait quitter le sacerdoce et que je quitte le couvent et qu'on se marie. Mais moi, j'ai dit, écoute, j'ai donné ma parole que j'allais à la Réunion,
Donc, si tu m'aimes, tu m'attends. Je vais quand même à la réunion, parce que j'ai donné ma parole. Donc, il n'était pas très content, mais il s'est plié à ça. Et je suis quand même partie à la réunion, voilà. Et alors, lui, il voulait quitter la prêtrise, mais du coup, comme je n'étais pas là, il est resté le temps que je revienne. Et voilà. Donc, on s'écrivait, la supérieure était plus ou moins au courant, enfin, elle était pas au courant, mais elle devait être au courant, mais comme elle était très large, elle ne disait rien. Et comme je venais tous les ans, j'allais le voir, et mes parents le connaissaient, ils venaient. Il était très, très gentil avec mes parents, enfin bon, voilà. Voilà, donc quand j'ai eu fini mon stage à La Réunion, en novembre 72, j'ai dit, l'hypocrisie ça va un peu, mais quand même, faut que je quitte, puisque je veux vivre autre chose. Donc je ne suis jamais retournée au couvent en France. Je suis arrivée et la supérieure de La Réunion était tellement sympa qu'elle m'avait fait avoir une voiture. Quand je suis arrivée, j'avais une voiture, elle m'avait loué une voiture. Donc j'ai vécu avec Maurice et après on s'est mariés, etc. Mais avant qu'on se marie, lui, entre-temps, comme il n'avait pas voulu quitter la prêtrise, donc j'étais pas là, il pouvait pas, il était curé d'une petite paroisse à Saint-Paul-des-Geaux, dans l'Indre-et-Loire. Je suis allée habiter avec lui et j'ai trouvé du travail en tant qu'éducatrice spécialisée dans un centre qui était à côté. Et alors, déjà, tous les ans, quand je venais, on allait voir Joseph et Jean-Paul dans le Cantal et dans l'Aveyron. Et donc, quand je suis revenue, donc déjà, pour Mirose, la directrice du foyer de semi-liberté m'a demandé si je ne pouvais pas la prendre parce qu'elle n'avait rien à faire là-bas. Donc, on a pris Mirose. Et puis après, quand on est allé voir Jean-Paul, le directeur a dit vous ne pourriez pas les prendre parce qu'ils ne sont pas à leur place là. Donc on a pris Jean-Paul et Joseph. Donc on avait 3 enfants à la maison. Voilà, donc Jean-Paul qui avait 14 ans, Mirose qui avait 17 ans et Joseph qui avait 10 ans, 10 ans. Voilà, et Mirose a connu chez nous mon neveu, Christian, donc elle a épousé mon neveu. Alors quand vous disiez changement de vie, oui. C'était un gros changement de vie. Oui, là il y a un gros changement de vie. Et donc vous avez continué à travailler en tant qu'éducatrice par la suite? Alors ça, là j'ai trouvé facilement, puisque j'ai 2 diplômes en fait. Parce que j'ai fait le diplôme d'éducatrice spécialisée et j'avais le diplôme d'infirmière, donc j'avais pas de problème pour trouver du travail. Parce que je suis allée dans un institut médico-pédagogique qui n'était pas loin d'où on habitait, Saint-Paul-des-Geaux. Et là, je faisais l'éducatrice et en même temps, je faisais l'infirmière parce que c'était juste des soins, par exemple les vaccinations, les bobos et tout ça, quoi. Ils n'avaient pas besoin d'une infirmière à plein temps. Mais ils étaient bien contents d'avoir une éducatrice qui pouvait être infirmière. Voilà. Et alors après, j'ai été instructrice à l'école d'éducateurs de Limoges pendant 3 ans. Ok. Voilà. Et pendant que j'étais instructrice à l'école d'éducateurs de Limoges, je suis retournée à l'université. J'ai eu un diplôme d'université. Je sais pas, j'ai un diplôme. Je sais plus. C'est le plus important. Vous avez un diplôme. Non, je sais plus enfin voilà. Alors après, c'est pas fini. Bon, alors après, je sais plus où on en est là. Là, vous avez vous êtes mariés, vous avez 3 enfants, voilà, des ados. 3 enfants. Et enfin, je ne suis pas encore mariée là, mais je vis chez Maurice, et on a les 3 enfants. Et puis, il est nommé, là il est dans une petite paroisse à Saint-Paul-des-Geaux, il est nommé à Angers, non, à Limoges, pardon. Et on rapatrie tout le monde à Limoges. Mirose, il fait rentrer Mirose, par une relation, on fait rentrer Mirose au ministère des impôts, là, comment ça s'appelle, le ministère des impôts, des finances, où elle a fait toute sa carrière. Elle est rentrée, elle devait avoir 16-17 ans, elle est montée en grade, et quand elle est en retraite maintenant, elle a même eu la médaille du travail, et elle est tombée amoureuse de mon neveu.
Donc je vous disais tout à l'heure, donc il y a une photo, là je vous l'ai montrée, Oui. et elle a 2 garçons. Et vous êtes resté longtemps à Limoges? Oh oui, on est resté plusieurs années à Limoges. Et, et après, on est moi, personnellement, parce que le problème a été avec Maurice, c'est que comme je ne voulais pas me marier tout de suite et que je voulais aller à La Réunion, lui, il a dit, ben, j'attendrai que tu reviennes pour sortir de la prêtrise parce que j'aime quand même ce que je fais, mais je suis contre le célibat des prêtres, donc je ne peux pas non plus rester indéfiniment dans une société avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et puisque tu t'en vas, je vais t'attendre, etc. Donc, après, il a eu un poste de curé à Limoges, dans une paroisse. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne veux pas vivre comme ça, un porte-à-faux, on se marie, ou c'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas être sur les 2 tableaux à la fois. Donc, on a décidé de se marier. Donc là, il a quitté la prêtrise et on est venu habiter en Touraine, à Tours. À Saint-Cyr-sur-Loire, exactement. C'est une très belle ville, Tours. Tu connais la Touraine? C'est joli, hein? Voilà. Donc, on s'est marié à Tours et on a acheté, l'époque s'y prétend, on a acheté un pavillon à Saint-Cyr-sur-Loire. Et là, on avait Joseph, Rose était partie et Jean-Paul aussi. Et donc, on n'avait plus que Joseph. Et on n'a pas été très longtemps, enfin, à Saint-Cyr-sur-Loire parce que Maurice a eu un cancer de la tête du pancréas et en un mois, il était mort. C'est un des cancers qui, encore maintenant, se soigne le plus mal. C'est irrémédiable, quoi. Donc à l'époque, c'était encore pire. Donc il a été hospitalisé et il est mort un mois et demi après. Donc on a été mariés 3 ans, quoi. C'est tout. Et puis moi, quand Maurice est mort, Joseph avait 18 ans. Il était infernal. C'est comme un gamin de 18 ans. Puis quand il a vu que j'étais toute seule, il était encore plus difficile. Donc j'ai un ami qui l'a fait rentrer, enfin il a été faire son service militaire, qui ne voulait pas faire, mais enfin il a bien voulu le faire. Heureusement maintenant il est content parce que il a été dans les parachutistes, donc il a fait des vols, il a sauté il n'aurait jamais fait de parachutisme sinon, enfin voilà. Donc il a été faire son service militaire et à ce moment-là, j'ai trouvé du travail comme directrice à Paris, dans CESAP, qui est le Centre d'aide et de soins arriérés profonds. Donc ils avaient une place de directrice, comme toujours, comme j'étais infirmière et éducatrice, c'était facile. Donc j'ai vendu le pavillon et mes parents étant âgés et habitant Bagneux, j'ai acheté un appartement à Bagneux et pour être près de mes parents à qui je devais bien ça et qui était très âgée. Donc j'ai pris un appartement à Bagneux et j'ai travaillé à Paris comme directrice dans un centre pour arriérés profonds. Oui, alors j'arrive à Bagneux, j'achète un appartement à Bagneux et donc je voyais mes parents et je travaillais à Paris. Donc c'était pas trop difficile. Et quand mes parents sont morts, j'ai dit je rentre à Paris parce que j'aime Paris et que je suis née à Vincennes, et donc j'ai vendu Bagneux et j'ai acheté cet appartement. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici, parce que j'ai 93 ans et demi. Ah oui, oui. Donc je suis venue à 73 ans, 14 ans, après ma retraite. Après la retraite. Oui, parce que j'ai eu ma retraite à 60 ans. Et mes années de religion ont compté parce que mon diplôme, je ne sais pas si c'est encore comme ça à la sécurité sociale, mais le fait que j'étais infirmière et éducatrice, à l'époque, on pouvait racheter des points. Donc j'ai racheté beaucoup de points et ce qui me permet d'avoir une retraite convenable. Parce que j'ai été directrice aussi, donc j'ai pu cotiser des caisses de retraite de cadre.
J'ai été 3 ans instructrice dans une école d'éducateurs, donc tout ça, ça compte. Et bon, je ne vais pas me plaindre de la retraite, voilà. Et donc j'habite ici depuis plus de 20 ans. Vraie parisienne, donc ici on précise que c'est à Bastille, au cœur de Paris. Oui, C'est, mais moi je suis parisienne dans l'âme. Je suis née à Vincennes, mais je suis parisienne. Mon père est né, comme je vous disais tout à l'heure, à Paris, mon frère aussi, parce que mes parents habitaient au Gobelin. Et oui, moi, Paris, c'est ma ville. Pour moi, c'est normal d'habiter Paris. Enfin, je sais pas. J'aime pas trop la banlieue, par exemple. Ah oui, ça fait très parisien ce que vous dites. La banlieue, j'aime bien aller chez Miros parce que là, avec le confinement, c'était un peu pénible de ne pas voir la nature, quoi. Alors, quand j'ai pu aller chez Miros une semaine où je voyais des arbres, des petits oiseaux, j'étais bien contente quand même. Parce que ça, pendant le confinement, c'est quand même pénible. Là, pour le coup, j'ai compris les Parisiens qui ne voulaient plus rester à Paris. Avec le confinement, si tu vois que ça, là. Comment vous occupez votre retraite alors? Alors, la retraite, je fais plein de choses. Maintenant, j'en fais moins parce que je vais avoir 94 ans le 15 octobre. Mais j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai travaillé à Artisans du Monde, qui est une association qui vend les produits des pays en voie de développement, de préférence. Donc je faisais des permanences à Artisans du Monde. J'ai fait du soutien scolaire les premières années de ma retraite. Et là, je ne vais plus à Artisans du Monde parce que on a fermé la boutique qui était rue Bobillot parce que le bail était terminé et qu'ils voulaient nous faire payer trop de bail. Donc on est en banlieue actuellement. Puis les autres boutiques sont en province. Mais c'était trop loin pour moi, donc depuis que je suis plus à Paris, j'ai arrêté. La boutique, elle est en banlieue. Ici, les Molinos. Oh bah, vous n'êtes pas ennuyé même à la retraite, hein. Non, non, parce que culturellement aussi, je suis quand même intéressée pas mal au cinéma, à l'opéra, au concert. J'ai pas mal d'amis. Je me suis jamais ennuyée. J'aime bien finir avec une petite question plus globale, on va dire, qui serait quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir plus jeune ou que vous avez envie de donner maintenant à ceux qui nous écoutent? Recevoir, oui, je sais ce que je voudrais recevoir. Maintenant, donner, moi je pense que, enfin, j'ai toujours essayé ça, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est de pas trop critiquer les autres, d'avoir une vie, d'avoir un regard plutôt cordial par rapport aux autres, enfin, un regard positif, quoi. Pas trop voir le mauvais côté de chaque personne, parce que sinon on s'engouffre dans des gouffres, pour le dire, et on a un mauvais regard sur la personne. Donc moi j'ai gardé pas mal d'amis parce que j'ai essayé de faire ça, de croire que la société, que la personne, elle fait tout ce qu'elle peut pour être bien et puis qu'il faut l'aider, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut être positif. C'est sur ces sages paroles que s'achève ce beau moment avec Jacqueline. Si l'épisode vous a plu, ce serait vraiment génial de le partager autour de vous et surtout, si vous avez le temps, de me laisser un petit commentaire. Vos retours et le sourire de mes invités sont en effet mes seuls moteurs. Je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles vies bien remplies.